à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est en France. Il y a 60 ans s'achevait la guerre d'Algérie. Elle mit fin à 132 ans de colonisation française dans ce territoire du Maghreb. Le conflit débuté en 1954 dura 8 ans. Il opposa l'armée française aux nationalistes algériens, principalement réunis sous la bannière du FLN, le Front de Libération Nationale. Le bilan de cette guerre qui longtemps n'a pas dit son nom reste très incertain. On parle de près de 500 000 morts, dont 400 000 du côté des Algériens musulmans. Il faudra attendre les accords d'Évian le 18 mars 1962 pour que cessent officiellement les hostilités. Ces accords marquent la fin de la guerre, mais pas la fin des violences. Regardez. Il aura fallu des mois de négociations secrètes préalables et l'accélération des attentats à Alger et à Paris début 1962 pour qu'enfin, après 8 ans d'une guerre meurtrière, s'ouvrent officiellement les pourparlers d'Évian le 7 mars 1962 entre le gouvernement français et la branche politique du FLN. La conférence dure 11 jours et les pourparlers butent notamment sur 2 dossiers. L'avenir de la communauté française résidant en Algérie, son sort ne sera finalement pas réglé par l'accord. Et la question de la souveraineté du Sahara. Paris exigera et obtiendra de conserver pour plusieurs années la main mise sur la région où les intérêts français pétroliers et nucléaires sont importants. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés avec un cessez-le-feu qui doit prendre effet le lendemain à midi. Le soir même, le général de Gaulle s'adresse aux Français. Mais les déclarations gouvernementales... La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Dans les faits, les violences continueront de longs mois. L'OAS, l'organisation armée clandestine constituée par des partisans de l'Algérie française, multiplie les attentats. Le FLN réplique par des assassinats et des enlèvements d'Européens soupçonnés d'être proches de l'organisation. Mais le processus d'indépendance prévu par les accords d'Évian est inéluctable. Dans un contexte de tension, le 1er juillet 1962, la population se prononce par un oui massif en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Elle sera proclamée 4 jours plus tard, le jour même d'un nouveau bain de sang, le massacre d'Oran. Insécurité et violence entraînent l'exode de près d'1 million de pieds noirs vers la métropole. Dans les bateaux se trouvent aussi quelques 10 000 harkis, des supplétifs de l'armée française. Ceux restés en Algérie sont souvent victimes de représailles. Un rapatriement douloureux dont les blessures se font toujours ressentir aujourd'hui. Nous sommes avec Olivier Dard, historien, professeur à la Sorbonne, spécialiste d'histoire politique. Olivier Dard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La guerre d'Algérie a 60 ans après, des répercussions encore en France. Les cicatrices ont du mal à se refermer. Comment l'expliquer? Est-ce que c'est dû au statut particulier de l'Algérie à l'époque? Oui, l'Algérie est une colonie très particulière parce que c'est 130 ans, plus de 130 ans de colonisation et un statut bien particulier puisque c'est un statut de colonie départementalisée. Il y avait des départements en Algérie, comme en métropole, tout à fait différents de ce qui pouvait s'être pratiqué en Indochine, en Tunisie ou au Maroc, ou en Afrique noire bien sûr. Donc c'est ça qui a rendu les choses plus difficiles? Oui, il y a un autre élément, c'est le fait que l'Algérie est véritablement une colonie de peuplement, avec plusieurs centaines de milliers, pratiquement 1 million de ce qu'on appelle des Français d'Algérie ou des Européens d'Algérie présents sur place, sur une population de 10 millions. Alors justement, après la guerre, outre les soldats, il y a eu le retour précipité des harkis en France, le retour aussi des pieds noirs, ces Européens qui habitaient en Algérie. Comment tout ça a été géré par la société française ? Assez mal. Les pieds noirs qui arrivent à l'été 1962, c'est quand même 600 000 personnes qui arrivent, donc tout au long de l'année 1962, ils furent en réalité 800 000 à rentrer. C'est mal géré par la société française qui voit d'un assez mauvais œil ces groupes
qu'ils assimilent à des colons, les imaginant riches, alors que le plus souvent ils sont issus de classes moyennes, voire de classes moyennes inférieures, qu'ils arrivent en France très démunis, à la fois moralement, mais aussi matériellement, avec des valises et très peu de choses, tout à reconstruire. Et puis ces colons sont aussi mis en cause à cause d'une guerre d'Algérie qui a duré quand même 8 ans, depuis 1954 et surtout depuis 1956, où le contingent a été envoyé en Algérie. Et les métropolitains, dans leur ensemble, ont massivement voté pour approuver les accords d'Évian à plus de 90%. C'est dire que l'Algérie française, pour eux, n'a plus d'avenir, c'est déjà du passé. Et la guerre d'Algérie qui divise encore aujourd'hui la société française. Oui, absolument. Elle divise aujourd'hui la société française en une multitude de sensibilités, alors qui sont pour une part liées à l'héritage de cette fin de guerre, de cette sortie de guerre manquée, liée aux accords d'Évian. Ajoutons-y quand même tous les problèmes liés aux relations étatiques franco-algériennes, avec un gouvernement algérien qui s'est construit, qui a construit sa légitimité sur ce qu'il appelle la guerre d'indépendance algérienne. Et puis, n'oublions pas non plus les enjeux liés à l'immigration qui se développent après la guerre d'Algérie, ce qu'on oublie souvent. Le président français Emmanuel Macron a accusé le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle. Ce sont les mots du chef de l'État, ce qui a provoqué la colère d'Alger. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce qu'il a été trop loin, le président français? Ce qu'il voulait dire, c'est que depuis 60 ans, au fond, les autorités algériennes revendiquent perpétuellement contre la France, finalement, tout un passif et attendent de la France une repentance, non seulement pour la guerre d'Algérie, mais aussi pour 130 ans de colonisation française. Ce qui permet évidemment, et je pense que c'est ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron, aux autorités algériennes, en accusant la France, d'éviter de faire le bilan de ce qui est devenu l'Algérie 60 ans après l'indépendance. Quelles sont les zones d'ombre aujourd'hui qui entourent ce conflit, cette guerre d'Algérie? On pense souvent à la torture. Il y a parmi les zones d'ombre, elles sont nombreuses, mais ce serait intéressant aussi de pouvoir disposer, par exemple, des archives du FLN. Il y en a, nécessairement. Mais il faut bien comprendre qu'on est dans cette historiographie de la guerre d'Algérie devant un corpus archivistique déséquilibré. On travaille beaucoup avec un certain nombre d'archives militaires, on travaille avec un certain nombre d'archives publiques, mais nous n'avons pas encore accès, effectivement, forcément à l'ensemble du spectre, même si on sait quand même déjà beaucoup de choses sur cette guerre d'Algérie, et si un certain nombre de dossiers restent ou resteront peut-être délibérément en suspens, notamment quant à l'évaluation d'un certain nombre de victimes. C'est très compliqué. Merci beaucoup, Olivier Dard, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Harkis, soldats, pieds noirs, les victimes et les acteurs de ce conflit ont aujourd'hui des descendants. Nous sommes allés à leur rencontre. Ces jeunes ont d'ailleurs fait des propositions au président français Emmanuel Macron pour tenter d'apaiser les mémoires et ainsi aider à la réconciliation. Regardez. Il y a 60 ans, des dizaines de milliers de personnes débarquaient d'Algérie à Marseille. C'est ici que Valentin et Linda se retrouvent pour préparer leur prochaine réunion. Comment vas-tu? Ça va et toi? T'as fait bon voyage? Excellent, oui. Elle est descendante de combattants FLN, lui petit-fils de pieds noirs, comme on appelait les Français d'Algérie à l'époque. Et depuis plusieurs mois, ils travaillent ensemble sur les mémoires franco-algériennes. Effectivement, la photo date de 1956. Ce sont mes grands-parents qui se marient, donc vraisemblablement pas loin de Blida. Donc c'est le début de la guerre. Et ils ont jugé bon de faire paraître dans le journal un couple qui se mariait pour montrer que tout allait bien finalement en Algérie. C'était pas si tragique que ça. Mon grand-père indépendantiste disait que pendant cette guerre, il n'y avait pas eu de héros en fait. Il y avait juste des personnes qui voulaient sauver leur peau, sauver leur famille. À 460 km de là, à Genève, Nabil supervise la communication du groupe. Son grand-père, Harki, a fait le choix de combattre avec l'armée française. Lui fait partie de cette génération qui a grandi avec des questions laissées sans réponse. Il y a un tabou
mémoriel. On ne peut pas, nos grands-parents, par peut-être excès de pudeur ou par volonté de ne pas transmettre un certain traumatisme, ont décidé de se taire. Du coup, ça pose un gros problème pour construire une identité, pour savoir qui on est, vers où on va, quel est le poids de cette histoire, pourquoi sommes-nous en France ? Le 30 septembre 2021, le président Macron les a rencontrés, ainsi que 15 autres jeunes dont les grands-parents ont vécu la guerre d'Algérie, côté français ou côté algérien. Depuis, ces jeunes réfléchissent ensemble à une mémoire commune. On a tous notre biais, on a tous notre position, on a tous notre compréhension personnelle, intime de cette mémoire. Mais on est aussi rassemblés autour de valeurs et d'idées communes. Il faut bien comprendre que nous sommes tous dans un esprit de réconciliation, de paix et d'apprentissage. Pour eux, plusieurs champs d'action possibles. L'enseignement, les témoignages, les lieux de mémoire et surtout le projet d'un institut franco-algérien. Le groupe espère aussi attirer de nouvelles recrues. On aimerait maintenant élargir le cercle, que d'autres jeunes nous rejoignent. Donc on a mis en place des réunions publiques pour ça. Il y a tellement de gens qui sont concernés par cette histoire, par ces mémoires, que c'est dommage de passer à côté de cette réflexion collective. Il faut qu'on l'ait. On essaye effectivement modestement de l'entamer, mais après, c'est à chacun de s'en saisir. Par rapport à lundi prochain, comment Le dialogue pour comprendre et avancer ensemble, plutôt que chacun de son côté, avec son drame personnel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.